Très bien, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Guérard, je suis avocat depuis 1991, issu de la fusion Conseil juridique avocat. En appliquant dessus ? D'accord. Comment dirais-je, dans mon activité, j'exerce 60% de sessions de PME, puisque je suis installé dans les Yvelines, donc ça correspond tout à fait aux nouvelles définitions de la PME que vous connaissez certainement, et un tiers de fiscalité. Donc effectivement, la loi de finances pour 2018, tout le monde en parle, on est déjà le 29 janvier, j'imagine que vous en avez tous déjà parlé entre vous. Elle est très importante parce qu'elle crée une cassure par rapport au précédent gouvernement. Vous savez que du temps du précédent gouvernement, et spécialement depuis 2013, les plus-values de cession d'entreprise et les revenus de dividendes étaient taxés dans ce qu'on a appelé, on a créé un mot, la barémisation. C'est-à-dire que précédemment, ces revenus de capitaux mobiliers et de plus-value sur titre étaient taxés au taux proportionnel. Depuis 2013, ils ont été taxés dans le barème, ce qui augmente considérablement la pression fiscale, le coût de cession des entreprises. Précédemment, il y avait spécifiquement pour les PME qui étaient à vendre, un problème dans la mesure où assez souvent les PME, je le rappelle, elles correspondent à la définition d'une directive européenne de 2014, à savoir moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires, moins de 43 millions de pieds de bilan. Autant dire que ça représente une grosse partie, une grosse majorité des entreprises qui sont à la vente. Auparavant, il y avait un souci, c'est que les entreprises qui étaient créées ab initio de rien présentaient souvent un montant de trésorerie très important à la vente quand le chef d'entreprise partait en retraite et souhaitait vendre son entreprise. Et il fallait alors jouer avec délicatesse avec le banquier lorsque vous étiez entrepreneur acquéreur pour que le banquier accepte de financer la grosse partie de la trésorerie excédant le besoin de fonds de roulement de l'entreprise. Mais pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que les dividendes étaient taxés dans le barème avec une réfaction de 40% sur les dividendes, alors que la plus-value de cession d'entreprise était taxée à l'impôt sur le revenu après un abattement de 85%, ce qui n'a plus rien à voir avec le 40%, de sorte que le cédant n'acceptait pas de prendre des dividendes et de dégraisser l'entreprise et par suite de vous céder l'entreprise. Ce qui fait que c'était à l'acquéreur de trouver un banquier suffisamment compréhensif et qui accepte de prendre plus de risques pour au surplus financer l'excédent de trésorerie, qui n'était pas nécessaire, encore une fois, au fonds de roulement. La loi de 2018 a mis un terme à cette polémique, qui était quand même dommageable, puisqu'elle a créé, comme vous le savez, la flat tax. La flat tax, c'est 12,8% à l'impôt sur le revenu et 17,2% de CSG-CRDS, puisque celle-ci augmente au 1er janvier 2018, qu'il s'agisse de revenus 2017 pour la CSG ou de revenus 2018. Donc, avec cette flat tax uniforme à la fois sur les dividendes et à la fois sur les cessions d'entreprise, le dirigeant d'entreprise qui cède à l'orée de sa retraite son entreprise avec une trésorerie excédentaire n'a plus aucun scrupule à accepter de céder, de faire d'abord une distribution de dividendes pour après céder l'entreprise, ce qui représente l'énorme avantage pour l'acquéreur de pouvoir optimiser son coût bancaire en alignant strictement le montant du prêt bancaire sur celui de l'outil de travail et non plus sur une trésorerie pléthorique qui venait augmenter le coût de l'entreprise. Donc c'est quand même un progrès très significatif. Le deuxième progrès significatif de cette loi est qu'il crée ce qu'on appelle un PFU, un prélèvement fiscal unique, qui est de 12,8%. Avec la CSG, ça fait 30%. Ce PFU s'applique aussi bien en matière de distribution de dividendes qu'en matière de plus-value de cession d'entreprise. Ce qui est important dans ce PFU, c'est de bien se rendre compte qu'en fait, il y a deux termes, il y a le PFO et le PFU. Le PFO, c'est le prélèvement fiscal obligatoire qui est acquitté par les établissements payeurs qui acquittent des dividendes ou qui payent
des acomptes sur compte courant ou pour les compagnies d'assurance qui payent des intérêts sur contrat d'assurance vie. Le PFO, qui est acquitté en amont dans les 15 jours de la distribution de dividendes ou dans les 15 jours du mois qui suit la mise en paiement des sommes par les établissements payeurs, est bien sûr un acompte sur le PFU. Or, comme le PFO est de 12,8 et le PFU est de 12,8, en fait, on a prépayé l'impôt en avance le jour de la distribution et non pas le jour de la déclaration fiscale, qui était un régime qui existait déjà sous le précédent gouvernement et qui n'a qu'un intérêt fiscal, c'est celui d'accélérer les rentrées fiscales dans les caisses de l'État. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que à la fois le PFU et le PFO est de 12,8 et c'est un taux fixe définitif. 12,8, c'est relativement peu cher par rapport à ce qu'on connaissait avant, puisque, je vous rappelle, dans l'impôt sur le revenu, on a toujours les 5 tranches d'imposition. La première de 0 à 10, la deuxième de 10 à 30, la troisième de 30 à 41, et la cinquième de 41 à 45. La loi de finances pour 2018 a maintenu à cet égard la taxe sur les hauts revenus, qui est de 3% pour les foyers fiscaux de personnes dont le revenu est compris entre 500 et 1 million d'euros, et 4% supplémentaires par rapport à la cinquième tranche de 45% pour les revenus, pour les foyers fiscaux bénéficiant de revenus, et c'est l'article 1417.4 du Code général des impôts, c'est le revenu fiscal de référence pour un revenu fiscal de référence supérieur à 1 million d'euros. Alors, j'en parle, c'est un peu technique, mais il faut bien voir que, comme vous le savez certainement, quand le vendeur n'opte pas pour le PFU, il a la possibilité d'opter pour la barémisation. Donc quand il opte pour la barémisation, il revient plus ou moins à l'ancien régime, quoi qu'il y ait des différences très sensibles. Et dans ce cas-là, il est confronté à la taxation sur les hauts revenus. Quand on cède une entreprise à 1,5 million et que le foyer fiscal est constitué de 2 personnes parce que les enfants sont grands, sont plus dans le foyer fiscal, il est évident qu'il ne faut pas oublier la taxe sur les hauts salaires qui vient considérablement alourdir la pression fiscale. De sorte que, globalement, on peut considérer que le PFO à 12,8% est quand même très intéressant, puisque dans ce cas-là, on se situe entre la deuxième et la troisième tranche, entre 14 et 30%. Donc c'est un progrès significatif. Je disais, il y a la possibilité d'opter pour le barème. On a le PFO à 12,8%, mais le vendeur a la possibilité d'opter le barème. En grande ligne, ce qui est maintenu par le régime antérieur, c'est que le cédant qui part en retraite au titre de l'article 150 ODTR continue de bénéficier de l'abattement de fixe de 500 000 € sur la plus-value de cession, qu'il se positionne dans le PFO à 12,8 ou qu'il se positionne au niveau de la barémisation. Par contre, les modifications importantes... Alors, effectivement, dans le slide qui est là, il est indiqué les sociétés nouvelles. Pourquoi les sociétés nouvelles? Parce que précédemment, dans la barémisation, et encore une fois, on a toujours de la barémisation si le vendeur opte pour la barémisation, et il peut y avoir intérêt. Dans la nouvelle barémisation, il reste éligible l'abattement pour durée de détention normale qui est de 50 ou 65% entre 4 et 8 ans ou supérieur à 8 ans, où le dirigeant, quel que soit son âge, je dirais, continue de bénéficier de l'abattement longue durée de 65%, et il reste un seul abattement de durée de détention renforcée qui est à 85%, 50, 65 et 85% en fonction de la durée de détention de 4 ans et 8 ans. Et le seul cas réservé pour l'abattement renforcé est celui des jeunes entreprises, ce qu'on avait appelé du temps de Sarkozy les pigeons, vous savez. C'est les 2 seuls cas où on a l'imposition renforcée. Ce qui fait qu'en fait, on peut très bien avoir, malgré la progression des tranches d'imposition à l'impôt sur le revenu, le vendeur peut avoir tout à fait intérêt à opter pour la barémisation s'il peut lui-même se positionner dans la création de nouvelles entreprises, qui est l'abattement renforcé qui subsiste dans la loi de 2018, pour autant que l'entreprise ait moins de 10 ans.
L'autre intérêt qu'on peut avoir dans l'option pour la barémisation, c'est la possibilité de déductibilité d'une partie de la CSG à hauteur de 17,2. Celle-ci ne serait déductible qu'à hauteur de 6,8. Mais le texte précise qu'il convient d'appliquer au surplus un rapport existant entre le montant de la plus-value réellement taxée au barème, c'est-à-dire après les abattements, et le montant de la plus-value globale hors abattement. Et là, effectivement, en fait, on s'aperçoit que les 6,8, on ne déduit pas grand-chose des 6,8 et ça s'approche plutôt des 1,2%. Autre nouveauté également dans la loi, c'est le maintien du report en cas d'apport successif qui existait déjà auparavant et qui a été renforcé et, je dirais, explicité dans la loi de 2018. Vous savez qu'il y a plusieurs cas de figure. En général, quand vous voulez acquérir une société, à 85%, c'est un dirigeant qui part en retraite, qui n'a pas d'enfant qui travaille dans l'entreprise et qui souhaite procéder à la cession de son entreprise et qui donc bénéficie de tout temps de modalités de réduction de fiscalité, soit par l'application des abattements pour durée de détention qui soient générales ou renforcées, ou soit et par l'application de l'abattement fixe de 500 000 €. Par contre, le dirigeant qui vous vend une entreprise et qui n'a pas l'âge de partir en retraite, ce qui voudrait dire, à contrario, qu'il serait assujetti à une imposition, sauf que l'article 150 OBTR permettait et continue de permettre, par exemple, un entrepreneur de 45 ans qui veut céder son entreprise parce qu'il veut se reconvertir dans une autre activité, partir à l'étranger ou qu'il divorce, etc., lui ne bénéficierait pas de l'exonération ou des abattements de faveur en faveur des gens qui partent en retraite. Par contre, il bénéficiait jusqu'alors d'un sursis d'imposition. Pour autant qu'il apporte ces titres de l'entreprise qu'il entend vendre à une société holding qu'il va créer, qu'il procède à la cession de ces titres qu'il avait déjà constitués auparavant et qu'il entend vendre, qu'il procède à la cession de cette entreprise dans les 3 ans de la création de sa holding, et surtout, ça a été nouveau depuis 2014, et surtout qu'il réinvestisse le produit de sa cession correspondant aux titres qui sont allotis à l'intérieur de cette nouvelle société dans un nouvel outil d'investissement, dans une nouvelle activité, dans le délai de 2 ans. Le nouvel article 150 OBTR a pérennisé ce système, non seulement l'a pérennisé, mais en plus a indiqué que si le contribuable entendait plusieurs fois au cours de sa vie professionnelle se réorienter et changer plusieurs fois d'activité, il pouvait continuer de bénéficier encore à nouveau de reports d'imposition automatique, tout en maintenant les premiers reports d'imposition qu'il avait générés du fait de sa première vente. Premier apport significatif. Le deuxième apport significatif du 150 OBTR, c'est que, et ça vaut dans la loi de 2018, à la fois pour l'IFI, à la fois pour les plus-values de cession de titres, et à la fois pour l'article 150 OBTR, le législateur a procédé à une nouvelle définition des sociétés éligibles à l'intérieur de tous ces régimes. Auparavant, on a toujours eu la définition de la PME européenne, moins de 250 salariés, 50 millions de chiffres, 43 millions de pieds de bilan. Mais auparavant, on avait une condition supplémentaire de plus de détention à 75% du capital par des personnes physiques. Cette condition a été supprimée dans la loi de 2018. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier de mesures d'allègements fiscaux, même lorsque le cédant ne cède en fait qu'une filiale de société, mais qu'il ne cède que sa participation dans la filiale. Donc ça ouvre le champ au niveau des transactions de façon significative, cette modification. La deuxième modification, c'est dans la définition propre des sociétés éligibles dans tous ces régimes. Le législateur a renvoyé directement à la fois pour l'impôt sur la fortune immobilière et pour les plus-values et pour la flat tax, a renvoyé à l'article 34 et 35 du Code général des impôts. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait en entreprise bénéficiaire de tous ces régimes, les entreprises poursuivant des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles. Le législateur, cette année, a rajouté
toutes les activités éligibles à l'article 34 et 35. Alors, l'article 34 et 35, c'est ce que le législateur définit comme professionnel, même si a priori, ça ne semble pas professionnel. Et c'est le cas notamment des activités de location en meublé, des locations de bâtiments industriels qui auparavant étaient exclus de tous ces régimes de faveur et qui, à partir du 1er janvier 1998, sont inclus dans ce régime de faveur. Alors c'est quand même intéressant parce que le 150 EDTR, OBTR, pardon, ça permet au chef d'entreprise qui n'a pas l'âge de la retraite de se reconvertir, donc ça lui laisse la faculté de repartir sur de la promotion immobilière ou sur de la location, de biens immobiliers équipés intégralement des moyens nécessaires à l'exploitation du locataire. Il ne suffit pas de mettre un fax et puis des radiateurs pour dire que c'est équipé, bien sûr. Alors, sur le slide suivant, vous avez l'imposition jusqu'au 31 décembre 2017 qui subsiste. Si les entreprises sont vendues jusqu'au 31 décembre 2017, elles sont rattachées à l'ancienne loi de finances et donc on applique ce qu'on connaissait précédemment, c'est-à-dire barème progressif, abattement de 500 000 pour le dirigeant partant en retraite et les abattements supplémentaires, 85% s'il part en retraite et 65% dans le cas général s'il détient sans partir en retraite l'entreprise depuis plus de 8 ans, et également les cessions intrafamiliales et les cessions des jeunes entreprises. Le slide suivant concerne l'imposition des plus-values à compter du pour les ventes d'entreprises réalisées à compter du 1er janvier 2018. Et là, on a donc le PFU à 12, sur la colonne de gauche, le PFU à 12,8%, à majorer bien sûr la CSG-CRDS, mais à l'intérieur du PFU, je l'ai dit, je le répète, c'est important, le dirigeant qui part en retraite a toujours la possibilité d'imputer l'abattement de 500 000 €, pour autant que la cession se réalise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Mais comme toutes les lois de finances, il y a de fortes chances que ça soit revu, prorogé. C'est ce qu'on a dans l'exemple chiffré. Dans la colonne de droite, c'est l'option pour la barémisation. L'option pour la barémisation, alors on écarte toujours la CSG parce que la CSG, elle est due au premier euro. Il n'y a pas d'abattement, il n'y a rien du tout sur la CSG, malheureusement, c'est comme ça, depuis sa création à 1% par quart d'ailleurs. Donc on l'exclut un peu, mais bien évidemment 17,2, c'est beaucoup d'argent pour le chef d'entreprise qui part quand même. Donc dans la barémisation, vous avez 3 possibilités d'abattement qui sont, dans la colonne de droite, ce sont les 3 sous-cases. Mais qui sont, ce qu'il faut bien voir, ce qui est nouveau, c'est que ces 3 possibilités d'abattement sont exclusifs l'un de l'autre, ne se cumulent pas. C'est-à-dire que soit on a l'abattement de 50% cas général pour détention depuis plus de 8 ans, que vous partiez en retraite ou pas, le cas résiduel, mais qui n'est pas si résiduel que ça quand même, pour les jeunes entreprises de moins de 10 ans où l'abattement est de 85%, et enfin l'abattement de 500 000. Mais on ne peut pas appliquer à la fois l'abattement de 500 000 et l'abattement général de 65%. C'est la nouveauté de la loi. Et là, sur le slide suivant, vous avez un exemple chiffré qui correspond à une grande généralité de cession d'entreprise, où effectivement un cédant procède à la cession de son entreprise avec une plus-value potentielle de 700 000 €. Je rappelle la plus-value, en gros c'est prix de vente moins les frais de vente et moins le capital social. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on devrait encore en parler longuement. Et donc il y a 2 choix qui s'appliquent. Ou bien le contribuable applique l'abattement renforcé de 500 000 francs, de 500 000 €. Donc ça fait 700 000, c'est le deuxième cas, 700 000 moins 500 000, ça fait 200 000, et on applique le taux de la flat tax à 25 600. Et dans le premier cas, il opte pour la barémisation, mais il n'opte pas pour l'abattement des 500 000, et il opte pour l'abattement des 85%, puisqu'il est dit un peu plus haut que l'entreprise n'a pas 10 ans d'âge, puisqu'elle a été créée en 2010. Et donc, il a un abattement de 85% sur 65 000, ce qui fait 105 000, mais après s'applique effectivement le taux marginal d'imposition, qui est là pris, je crois, à 30%. Ce qui semble réaliste, puisque la tranche à 30% est de 27 000 à 72 000. Donc pour un couple marié sans enfant, ça fait 144 000 de revenus annuels. Ça correspond quand même
un pourcentage important des entreprises qui sont proposées à la vente à l'heure actuelle au niveau des PME. Alors, pareillement, dans la loi également, il est maintenu la possibilité de demander la dispense de PFO pour les gens qui perçoivent moins de 75 000 euros dans un foyer fiscal ou moins de 50 000 euros s'il est célibataire. Cette demande doit être faite normalement avant le 30 novembre de l'année précédente la perception du revenu. Ce qui en pratique est un peu difficile à mettre en place, mais qui néanmoins peut se réaliser facilement. Alors, tout ça, en fait, ce qu'il faut voir dans l'option entre le PFU et la barémisation, c'est que la barémisation, compte tenu de la possibilité d'abattement de 85%, si on est dans une entreprise de moins de 10 ans, vous achetez une entreprise de moins de 10 ans, dans tous les cas de figure, quel que soit le TMI du chef d'entreprise qui va vous vendre l'entreprise, il a intérêt à se mettre dans le barème. Par contre, en dessous de 85%, s'il n'a pas l'abattement renforcé pour les jeunes entreprises, il y a des calculs qui doivent être faits pour savoir quelle est la meilleure option. Et pareillement, la barémisation est intéressante, si le chef d'entreprise et son conjoint, sont dans une tranche inférieure aux 30%, auquel cas il a intérêt à se mettre en barémisation également. Alors, pour compléter le deuxième volet sur l'IFI, vous savez que la deuxième réforme 2018, c'est la création de l'IFI. C'est-à-dire que l'ISF s'est restreint considérablement juste à la détention des biens immobiliers par les contribuables. Les seuils restent les mêmes, c'est-à-dire imposables à partir... on fait la déclaration à partir d'1 300 000 et on paye de l'impôt à partir de 800 000 euros. C'est exactement la même chose qu'auparavant. Dans la forme, il y a eu quelques modifications, notamment au niveau déclaratif. Précédemment, on avait plusieurs tranches. Les contribuables qui étaient dans la première tranche jusqu'à 2 500 000 remplissaient simplement la 2042 dans la case 2042C, et les contribuables qui étaient dans la deuxième tranche ou au-delà remplissaient déclaration complète. À partir de maintenant, on remplit tous une déclaration 25-25 qui est donc détaillée. La distinction, c'est qu'elle est donc détaillée, puisqu'auparavant, en dessous de 2,5 millions, la déclaration fiscale n'était pas détaillée. Il y a des points intéressants dans la nouvelle définition de l'immobilier, c'est-à-dire que le législateur s'est intéressé à définir l'immobilier, qu'il soit détenu par des SCI, par des sociétés commerciales assujetties à l'IS, assujetties à l'IR, peu importe. Elles peuvent être éligibles au niveau de l'IFI. Par contre, il y a des nouveaux cas d'exonération qui sont importants dans la définition de la loi. C'est notamment l'affectation de l'immeuble à l'activité opérationnelle de la société. C'est-à-dire que comme auparavant, lorsque l'immeuble était affecté à une activité industrielle, globalement, sans rentrer dans le détail parce que c'est un peu plus compliqué, globalement, le bien immobilier reste exonéré. Il y a des nouveaux cas d'exonération au niveau de l'ISF. C'est lorsque le contribuable possède une participation dans une société opérationnelle. Opérationnelle, c'est activité commerciale, industrielle, libérale, agricole, ou article 34 ou 35, et qu'il possède moins de 10% du capital social, auquel cas sa participation inférieure à 10% du capital est exonérée d'ISF. Mais il faut que ça soit une société opérationnelle, c'est-à-dire qu'une société civile immobilière n'est pas une société opérationnelle, puisqu'elle n'a pas d'activité agricole, industrielle ou commerciale. Et donc dans ce cas-là, même s'il ne détient que 8 ou 9% du capital de la SCI, il ne bénéficie pas de l'exonération, il doit déclarer sa faible participation dans la SCI. Pour l'immobilier coté en bourse, il y a également créé une exonération sur les participations globalement inférieures à 5%. Dans les nouveautés également, c'est que comme le législateur renvoie à l'article 34 et 35, les sociétés éligibles dans le cadre de ces activités de location professionnelle deviennent également exonérées d'ISF.
Pareillement pour les loueurs en meublé professionnel, c'est-à-dire plus de 23 000 € de recettes et plus de 50% des revenus qui correspondent à la définition des loueurs en meublé professionnel. Et pareillement surtout pour les loueurs d'établissements industriels et commerciaux qui sont également exonérés d'ISF. Autre chose intéressante au niveau de l'IFI, c'est la définition des holdings actives ou animatrices. Voilà. Il y avait toute une polémique auparavant sur les actives animatrices et qui est renforcée par la nouvelle définition de l'activité opérationnelle de la société bénéficiant de l'exonération de l'IFI. Parce qu'à partir du moment où vous créez une société holding en empruntant du capital pour acheter une société commerciale, il n'est pas dit que cette société soit active. Vous pouvez très bien vous en servir comme simplement d'une enveloppe financière pour payer le prêt à la banque. Auquel cas, votre société n'est pas active. Et si elle n'est pas active, l'activité réelle de votre holding est simplement une gestion de portefeuille, auquel cas l'activité devient civile, elle n'est plus opérationnelle, et donc se pose le problème de la taxation à l'IFI pour autant que vous soyez concerné par cet impôt. Et donc, ce que suggère le législateur, et ce qui était déjà fait auparavant, c'est de créer que votre société holding ait un rôle d'animation efficace vis-à-vis des sociétés filiales achetées ou de la filiale achetée. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'indiquer les management fees sur cet article, mais il est difficile, au regard d'un inspecteur des impôts, me semble-t-il, de prouver l'activité réellement animatrice d'une société holding si vous n'avez pas des contrats. Donc je pense que si vous achetez une entreprise, il conviendra d'établir des contrats d'animation juridique, fiscale, comptable, financière pour justifier la réalité de l'activité économique de votre société holding. Dans les groupes de sociétés, c'est assez simple. On a des contrats de prestation de services, j'allais dire à tiroir, qui comportent des pourcentages de 1 à 2%, pour faire simple, du chiffre d'affaires par catégorie d'activité alloué à l'entreprise filiale. Par exemple, si la holding fait de la comptabilité, on va compter 1 à 2% du chiffre d'affaires de la filiale. Si elle fait la comptabilité, on va appliquer le même pourcentage. Si elle a une activité commerciale au bénéfice de la société filiale, on va appliquer le même pourcentage. Mais il me semble important de bien penser à rédiger ces conventions si vous voulez échapper au contrôle de l'ISF et si vous voulez, parce qu'à mon avis, maintenir une société holding coquille vide simplement pour payer le prêt de la banque, ça ne suffit pas aux règles de l'IFI.